Rencontrés sur le plateau d'une célèbre émission de télé bolivienne, Sarah et Dagner incarnent un couple glamour. Ils sont beaux, sportifs, ont une certaine notoriété, un avenir brillant s'offre à eux. Malheureusement, le 27 avril 2021, tout bascule. Tous les deux tombent du 12e étage de leur appartement, la scène est filmée et les images ne vont pas tarder à se répandre, provoquant une véritable onde de choc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire que je vous présente aujourd'hui est à la fois triste et choquante. Au-delà des images chocs, elle nous montre une fois de plus que les apparences sont souvent trompeuses. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette tragique histoire. On traverse tous, un jour ou l'autre, des périodes compliquées, des moments où l'on se sent dépassé, où l'anxiété, le stress ou même un changement de vie deviennent difficiles à gérer. Et je sais de quoi je parle car il m'est arrivé, moi aussi, dans le passé, de traverser des moments de doute, des phases où je ne me sentais pas bien. Et dans ces moments-là, on a parfois du mal à demander de l'aide par peur, par honte ou tout simplement parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas de thérapeute à proximité ou qu'on ait tout simplement pas le temps de se déplacer. C'est pour cela que je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cette vidéo, BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute français certifié inscrit à l'Agence régionale de santé. Le fonctionnement est simple, vous remplissez un court questionnaire pour exprimer vos besoins, vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté à votre profil et vous choisissez le format de consultation qui vous convient, visio, appel téléphonique ou même message écrit. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la liberté que BetterHelp offre. Vous pouvez envoyer un message à votre thérapeute dès que vous en ressentez le besoin. Pas besoin d'être connecté en même temps, votre thérapeute vous répondra dès qu'il le pourra. Et surtout, si le courant ne passe pas, vous avez la possibilité de changer de thérapeute sans frais supplémentaires. C'est un vrai atout parce qu'en réalité, selon l'endroit dans lequel on vit, il y a très peu de thérapeutes disponibles et si le feeling ne passe pas, on peut vite se retrouver coincé, voire isolé. Ici, au contraire, vous avez accès à plus de 200 professionnels, ce qui augmente considérablement les chances de trouver la personne qui vous convient. Et c'est essentiel parce que la thérapie reste quelque chose de profondément personnel. Si vous pensez que ça pourrait vous aider, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour obtenir 10% sur votre premier mois. Sarah Arauco Mendoza, née le 11 mai 1997 à Santa Cruz, en Bolivie, elle est la 8e d'une fratrie de 9 enfants. Avec tout ce petit monde, la maison familiale est animée, remplie de rires, de voix, de disputes aussi parfois, mais avant tout d'un amour inconditionnel. Ses parents, issus de la classe moyenne, sont très attachés aux valeurs familiales et élèvent leurs enfants dans un esprit de cohésion et de partage. Dans cette grande famille, chacun a sa place, chacun veille sur l'autre, et Sarah, malgré sa position d'avant-dernière, n'a rien d'effacé. Elle a son caractère et elle sait se faire entendre. Dès son plus jeune âge, Sarah est une enfant vive et curieuse, elle aime déjà beaucoup le sport, elle bouge tout le temps et participe avec enthousiasme à toutes les activités physiques. Quand quelque chose la passionne, elle s'y plonge entièrement. Son entourage la décrit comme fonceuse, parfois un peu têtue, mais profondément généreuse. Elle est très proche de sa mère qu'elle admire énormément ainsi que de ses frères et sœurs. À l'école, elle est studieuse, appliquée et malgré son jeune âge, elle a déjà beaucoup d'ambition. Elle prend ses devoirs très à cœur et ses professeurs la remarquent très vite. Sarah a du potentiel. Elle aime l'école, les lettres et a déjà un sens aigu de la justice. Très tôt, elle dit qu'elle veut devenir avocate pour défendre les victimes, puis plus tard juge pour que les criminels aient ce qu'ils méritent, dit-elle. Après avoir terminé l'école primaire, Sarah entre au collège dans un établissement réputé de Santa Cruz. En grandissant, elle devient une très belle jeune fille, souriante, sûre d'elle et qui ne passe jamais inaperçue. Elle choisit une orientation littéraire et sociale et se montre très investie dans ses cours. Elle réussit avec brio à concilier ses études exigeantes avec sa passion pour le sport. Très tôt, à l'adolescence, elle se passionne pour le fitness.
Comme beaucoup, elle commence par suivre des vidéos d'entraînement sur YouTube, puis demande à ses parents de l'inscrire dans une salle de sport. Là encore, elle s'applique. Elle veut faire les choses correctement. Elle se documente sur la nutrition, s'intéresse au fonctionnement du corps humain, aux mécanismes de l'effort. Elle s'investit totalement dans cet univers. Mais Sarah n'est pas seulement une jeune fille appliquée ou ambitieuse. Comme beaucoup d'adolescentes, elle aime danser, chanter à tue-tête dans la maison, mettre la musique à fond dans sa chambre. Elle ne tient pas en place. L'un de ses frères dira un jour que Sarah est comme une allumette, il suffit de rien pour qu'elle s'enflamme, d'enthousiasme ou de colère, elle vit tout à 100%. Après l'obtention de son diplôme de fin de lycée, elle entame naturellement des études de droit. En 2019, à 22 ans, alors qu'elle est encore plongée dans ses études universitaires, Sarah décide de participer au concours de Miss Turismo Santa Cruz. Ces compétitions, très populaires en Bolivie comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, valorisent bien sûr l'apparence physique, mais aussi la prestance et la confiance en soi. Avec son physique athlétique, son aisance naturelle et sa détermination, Sarah se démarque sans difficulté. Elle remporte le titre. Pour elle, c'est une immense fierté et pour ses proches, une nouvelle preuve qu'elle est capable de réussir tout ce qu'elle entreprend. Tout se passe au mieux pour la jeune femme, elle est sur le point d'achever sa licence dans l'espoir de devenir magistrate. Elle étudie aux côtés de l'un de ses frères, partageant avec lui ses révisions, ses ambitions et parfois ses doutes. Mais ce que la jeune femme ignore encore, c'est que sa vie est sur le point de prendre un tout nouveau tournant. En mai 2020, alors qu'elle est en pleine fin d'études de droit, Sarah décide de tenter sa chance à l'émission Calle Siete. Lancée en 2014 sur la chaîne Unitel, Calle Siete est un programme télévisé de jeux et de compétition très populaire en Bolivie, adapté d'un format chilien. Les candidats, appelés les gladiateurs, s'affrontent dans des épreuves sportives et intellectuelles par équipe, avec pour objectif de ne pas être éliminés jusqu'à la grande finale. Dès ses premières saisons, l'émission devient un véritable phénomène de société. Sarah, qui la regardait avec passion à 17 ans aux côtés de ses frères et sœurs, se projette immédiatement dans ce qu'elle voit. Sportive et ambitieuse, elle rêve d'y participer. En début d'année 2020, à 22 ans, son rêve se concrétise. Elle passe le casting et intègre ce qui sera, sans le savoir, la toute dernière saison de l'émission. Avec son physique, son énergie et son charisme, elle s'impose rapidement comme l'un des visages marquants de cette ultime édition. Aux côtés de Sarah, un autre candidat fait également sensation, Dagner Rojas Talamas. Originaire de Mairana, une petite localité rurale de quelques milliers d'habitants, il a grandi dans un environnement familial modeste et soudé, entouré de parents qui lui ont transmis le goût du sport et de l'effort. Après l'obtention de son diplôme de fin de lycée, passionné de sport, il quitte sa ville natale pour s'installer à Santa Cruz, où il entame des études de nutrition et de diététique. Il rêve de faire carrière dans le milieu sportif ou comme modèle. Il participe à de nombreux castings, il pratique la musculation avec discipline, fréquente les salles de sport et rejoint même une troupe de théâtre où il découvre une toute nouvelle vocation, le jeu scénique. Ceux qui le côtoient parlent de lui comme d'un garçon calme et posé, profondément respectueux. Il est du genre discret mais présent, attentif aux autres, toujours prêt à soutenir et encourager ceux qu'il aime. Lorsqu'il intègre Calle Siete, il y voit une chance de se dépasser, de se faire connaître et pourquoi pas de se créer de nouvelles opportunités. Dès les premiers jours, Sarah et Dagner se remarquent. Ce sont d'abord des regards, des sourires, une complicité discrète qui ne tarde pas à sauter aux yeux de tous. Peu à peu, ils se rapprochent et c'est au cœur de l'émission, sous les projecteurs, qu'ils officialisent leur relation devant leurs camarades et les caméras. Leur annonce déclenche les applaudissements du plateau et la bienveillance du public. Même si aucun des deux ne remporte le jeu, ils en sortent avec ce que beaucoup n'y ont pas trouvé, l'amour. Sarah et Dagner ne sont pas seulement un couple formé devant les caméras, ils deviennent très vite inséparables.
Après l'émission arrêtée en avril 2020 en raison de la pandémie, leur petite notoriété leur offre un nouvel élan. Tous deux, rêvant de succès, ils deviennent très actifs sur les réseaux sociaux. Sarah se lance à fond sur TikTok. En un mois, elle publie 12 vidéos, essentiellement des danses, et son compte commence à croître rapidement. Dagner, lui, partage ses séances de sport, des moments de complicité avec Sarah, ainsi que des extraits de ses auditions et de ses projets artistiques. Ils deviennent influenceurs à leur échelle. Sarah est particulièrement suivie. Sur TikTok, elle rassemble plus de 220 000 abonnés et cumule plus de 1,3 million de mentions j'aime. Sur Instagram, elle compte environ 26 000 abonnés, séduits par ses contenus autour du sport, de la danse et de son quotidien. De son côté, Dagner, bien qu'ayant moins de succès que sa compagne, attire lui aussi une communauté fidèle. Après Cahiers Siete, il capitalise sur sa visibilité médiatique pour lancer plusieurs projets en lien avec ses passions. Il poursuit une carrière de mannequin, il est élu Mister Model Bolivia 2020. Ce titre devait lui permettre de représenter la Bolivie à une compétition internationale, mais la pandémie vient bouleverser ses projets. Parallèlement, il travaille comme coach sportif et continue de s'impliquer dans une troupe de théâtre. Sur les réseaux sociaux, il publie ses entraînements, ses projets de mannequinat et ses ambitions artistiques. On ignore s'ils vivent pleinement de leur contenu, mais une chose est sûre, ils sont suivis, repérés et invités à plusieurs événements. Ensemble, ils assistent à des soirées mondaines, à des lancements de marques, à des rassemblements sportifs. Ils apparaissent notamment dans des galas caritatifs et des remises de prix à Santa Cruz, toujours souriants, très complices. Ils renvoient une image forte, celle d'un couple jeune, beau, ambitieux, inspirant. Elle est brillante, sexy, charismatique. Lui est calme, sportif, discret, mais toujours présent. Ils plaisent et ils le savent. En parallèle de son ascension sur les réseaux, Sarah poursuit ses études de droit avec rigueur. Elle est proche du but, déterminée à obtenir son diplôme. Dagner, lui aussi, continue ses études en nutrition tout en s'investissant pleinement dans le théâtre. Il rêve de devenir acteur et fait tout pour y parvenir, casting, réseau, représentation. Aux yeux de tous, ils forment un couple uni et épanoui. Leur complicité saute aux yeux et leurs familles respectives valident cette histoire avec bienveillance. Sarah est invitée à passer une journée dans la famille de Dagner à Mairana. Elle rencontre ses parents, partage un repas avec eux et laisse une excellente impression. Le père de Dagner dira plus tard qu'il l'avait trouvée souriante, polie et très chaleureuse. De son côté, la famille de Sarah apprécie le calme et la gentillesse du jeune homme. La rencontre se passe naturellement. Tout semble aller pour le mieux, l'avenir semble radieux, fait de projets, de voyages et de rêves partagés. Après plus d'1 an de relation, Dagner demande Sarah en fiançailles. Elle accepte. Ils célèbrent leur fiançailles lors d'un voyage romantique à Roboré, une petite ville nichée au cœur de la nature, à l'est de la Bolivie, entourée de forêts, de sources chaudes et de montagnes rouges. Roboré est un endroit paisible, presque hors du temps. C'est là, en janvier 2021, qu'ils fêtent leur premier anniversaire de couple. Le mariage est fixé au 11 mai 2021, date hautement symbolique, le jour du 24e anniversaire de Sarah. Le couple se lance avec enthousiasme dans les préparatifs. Sur Instagram, Sarah partage son impatience et sa joie. Elle publie des stories, évoque sa robe, la fête, l'avenir. Dagner, lui, semble impliqué, investi, heureux. Le 27 avril 2021, 2 semaines seulement avant la date prévue pour le mariage, Sarah poste encore des messages pleins d'entrain. Aucune ombre à l'horizon, rien ne laisse présager la suite. Le 27 avril 2021, après presque 1 an et demi de relation, la vie de Sarah et de Dagner va basculer irrémédiablement. Ce matin-là, à Mairana, à environ 150 km de Santa Cruz, le père de Dagner allume sa télévision. Les chaînes d'information évoquent un drame survenu dans un condominium de la capitale. 2 jeunes adultes sont tombés du 12e étage d'un immeuble. Antonio Rojas, inquiet, sent une tension étrange.
Le nom de l'immeuble évoqué lui est familier. C'est celui où vit son fils. Pris d'un mauvais pressentiment, il tente de joindre Dagner. Il l'appelle plusieurs fois, pas de réponse, l'angoisse monte. Il décide alors de contacter sa fille Maria Eugenia, qui vit elle aussi à Santa Cruz. Il la supplie d'aller vérifier. Quelques minutes plus tard, elle arrive sur place et là, la nouvelle tragique tombe. C'est malheureusement bien Dagner et c'est bien Sarah. Ce qu'il s'est passé plus tôt ce matin-là, personne ne l'oubliera. Il est environ 10 heures lorsque, dans un appartement du 13e étage de la copropriété de Santa Cruz, une locataire regarde la télévision avec son compagnon. Soudain, des cris éclatent dans le couloir, une dispute. À l'intonation des voix, ils n'ont aucun mal à reconnaître le couple de l'appartement 124 juste au-dessous. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, les choses semblent différentes, plus violentes, plus urgentes. Les minutes passent et les cris désormais audibles jusque par-delà les fenêtres deviennent des appels à l'aide, une femme supplie. Alors il se lève, s'approche de la fenêtre et ce qu'il voit les sidère. Sarah est suspendue dans le vide, accrochée au bras de Dagner. Elle lève les yeux vers ses voisins, ne dit rien, mais son visage crie. Elle lutte pour ne pas tomber, Dagner la retient, mais il est clair que leurs forces s'épuisent. D'autres voisins ouvrent leurs fenêtres, certains filment, d'autres appellent la police, puis, en quelques secondes à peine, Sarah chute. Son corps frappe le sol, elle meurt sur le coup. À l'intérieur de l'appartement, un voisin accourt. La porte est entrouverte, il entre et voit Dagner debout au bord du vide. L'homme tente de le calmer, lui parle doucement, s'approche lentement, mais Dagner répète qu'il ne veut plus vivre. Lorsqu'il est à portée, le voisin tente de le saisir par derrière, mais Dagner se débat, résiste, se libère et saute. Sa chute, elle aussi, est filmée. Le couple, qui allait se marier 2 semaines plus tard, meurt sur le coup. Les témoins du drame sont figés, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Les secours arrivent quelques instants plus tard, pratiquement en même temps que les premières chaînes de télévision attirées par l'agitation virale sur les réseaux sociaux. Les vidéos de la scène filmées par des témoins circulent déjà massivement sur Internet, elles deviennent virales avant même l'arrivée des enquêteurs. Sur place, les ambulanciers confirment ce que tout le monde redoutait. Sarah et Dagner sont morts sur le coup, leur corps ayant violemment percuté le sol depuis le 12e étage. Les agents de police établissent un périmètre de sécurité et entament les premières constatations. Les corps sont rapidement transférés à l'Institut médico-légal pour autopsie. Pendant ce temps, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Ils interrogent les témoins, notamment les voisins directs, ceux qui ont entendu les cris ou ont vu la scène. Mais très vite, des versions contradictoires émergent. Certains affirment que Dagner aurait poussé Sarah volontairement et que celle-ci, dans un ultime réflexe, aurait tenté de s'agripper à lui. Ils disent l'avoir entendu hurler que son petit ami voulait la tuer. D'autres, au contraire, pensent que Sarah a sauté d'elle-même et que Dagner, impuissant, a tenté de la retenir avant de se jeter à son tour, écrasé par le désespoir. Face à ces témoignages divergents, les autorités envisagent 2 hypothèses. La première évoque une double privation volontaire de la vie initiée par Sarah et suivie par Dagner. La seconde, bien plus grave, évoque un féminicide suivi d'un... Dans les 2 cas, tous les témoins s'accordent sur un point, une violente dispute a éclaté dans l'appartement juste avant le drame. L'enquête est alors confiée à la Force spéciale de lutte contre la violence. Son directeur, José Velasco, déclare publiquement que l'hypothèse du féminicide suivi d'un est celle qui semble la plus plausible à ce stade. Mais il précise également que les conclusions définitives ne pourront être tirées qu'après les résultats médico-légaux et l'analyse complète des éléments recueillis sur place. Pendant que les familles pleurent le jeune couple que l'on croyait heureux et uni, le mystère demeure. Que s'est-il réellement passé ce matin-là dans l'appartement 124 ?
En quelques heures, l'affaire Sarah et Dagner secoue le pays. Ils étaient beaux, jeunes, complices, leur amour semblait évident. Pour tous ceux qui les suivaient, c'était un couple parfait. Mais ce matin-là, quelque chose a éclaté. Quelque chose que personne n'avait vu venir ou que beaucoup n'avaient pas voulu voir. Juste après le drame, la meilleure amie de Sarah se rend près de l'immeuble. En larmes, encore sous le choc, elle accepte de répondre aux journalistes. Ce qu'elle dit va tout changer. Elle déclare sans détour qu'elle n'aimait pas Dagner, qu'il était selon elle extrêmement jaloux. Sarah n'avait aucune liberté. Il ne la laissait pas sortir, refusait qu'elle publie des vidéos sur TikTok, surveillait tout. Elle précise toutefois qu'à sa connaissance, il ne l'avait jamais frappée. Puis vient une information encore plus dérangeante. Le couple s'était récemment séparé, une rupture difficile. Mais une semaine plus tôt, ils s'étaient croisés par hasard lors d'un événement mondain. Ils avaient discuté, s'étaient rapprochés et avaient décidé de se laisser une nouvelle chance. C'est dans cette période de réconciliation que Dagner avait demandé Sarah en mariage. Une demande inattendue, soudaine, formulée dans un climat encore fragile. Ces déclarations sèment le doute. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses se multiplient, chacun y va de sa théorie. Certains affirment que Dagner était un pervers narcissique qui aurait tué Sarah dans un accès de rage. D'autres, au contraire, accusent Sarah de manipulation, évoquant une forme d'emprise psychologique qu'elle aurait exercée sur lui. Dans tous les cas, les internautes s'enflamment, tout le monde semble convaincu qu'il y a eu un drame dans le drame. Face à l'ampleur de la polémique, les familles de Sarah et de Dagner sortent du silence. En pleine tempête médiatique, elles prennent la parole pour apaiser les esprits. Elles décrivent Sarah et Dagner comme deux jeunes gens joyeux, respectueux, ambitieux, pleins de projets. Elles assurent n'avoir jamais observé le moindre signe de violence ou de dérive dans leur relation. Gabriel, le frère de Sarah, ajoute que le dimanche précédant le drame, ils étaient sortis tous les trois boire un café, se promener sur la place du 24 septembre, la place principale, et le cœur historique de Santa Cruz. Rien dans l'attitude de Dagner ou de sa sœur ne lui avait semblé anormal. Le lundi 26 avril, Sarah lui avait rendu visite à la maison. Là encore, elle ne lui avait rien confié, rien laissé paraître, elle semblait sereine. De son côté, le père de Dagner confie que son fils était quelqu'un de calme, sain et sociable. Concernant Sarah, il raconte l'avoir rencontrée une seule fois lorsqu'elle était venue à Mairana avec Dagner. Ils n'avaient passé qu'une seule journée ensemble, mais elle lui avait laissé une impression positive, polie, souriante. Il avoue cependant ne pas pouvoir se prononcer sur le fond de leur relation. Mais malgré ces témoignages, le doute s'installe. Et la société bolivienne sous le choc commence à se diviser. Tandis que les réseaux sociaux s'emballent et que chacun y va de sa théorie, les enquêteurs, eux, poursuivent leur travail. Leur objectif est clair, comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans l'appartement 124. Et rapidement, les découvertes, notamment les échanges retrouvés dans les téléphones, viennent confirmer ce qu'avait évoqué la meilleure amie de Sarah. Comme c'est souvent le cas, surtout sur les réseaux sociaux, l'image que l'on donne ne reflète pas toujours la réalité. Derrière ce que beaucoup voyaient comme un couple soudé et parfait, se cachait une relation bien plus complexe. Au début, tout semble bien se passer entre Sarah et Dagner, ils se rencontrent dans un jeu télévisé, partagent une passion commune pour le sport, s'entraînent ensemble, publient régulièrement des contenus sur les réseaux, ils donnent l'image d'un couple uni, dynamique, mais assez vite, des tensions apparaissent. Dagner devient jaloux. Il n'apprécie pas que Sarah ait des amis garçons et supporte mal qu'elle reçoive des compliments ou des messages d'autres hommes. Le moindre mot de travers, like ou message flatteur le met hors de lui. Très vite, les disputes deviennent fréquentes. Selon des amis proches de Sarah, la jeune femme fait de son mieux pour le rassurer, mais rien n'y fait. Dagner devient de plus en plus intrusif.
Il lui demande les accès de tous ses réseaux sociaux, il vérifie ses messages, surveille ses contacts, ses publications. Dès qu'un homme lui écrit, il réagit violemment, allant parfois jusqu'à répondre à sa place. Le jeune homme ne veut plus non plus qu'elle sorte seule. Il critique ses tenues, lui demande de retirer certaines publications et lui reproche ses vidéos TikTok qu'il juge trop provocantes, trop sexy. Peu à peu, le climat devient étouffant. Après un peu plus d'1 an de relation, Sarah finit par rompre, mais les sentiments restent forts. Quelques semaines plus tard, ils se recroisent lors d'une soirée, ils discutent, se rapprochent, décident de se redonner une dernière chance. Quelques jours plus tard, Dagner la demande en mariage, Sarah accepte. Mais très vite, les vieilles habitudes ressurgissent. Le 26 avril, la veille du drame, Dagner lui écrit qu'il a mal dormi car il sent qu'elle est distante ces derniers temps. Sarah tente de le rassurer, évoque la fatigue, les tensions, mais le malaise est là. Quelques heures plus tard, dans la nuit, le ton monte. Sarah l'accuse de l'avoir frappé, elle lui envoie une photo de son visage marqué, elle l'insulte, le menace de porter plainte. Dagner ne nie pas. Il répond qu'elle lui a cassé le nez, qu'elle peut le dénoncer si elle le souhaite, mais que tous les deux auront des comptes à rendre devant la justice. Il ajoute avec une pointe de sarcasme évoquant un mystérieux Hector censé la représenter comme avocat. Le témoignage de la meilleure amie de Sarah vient alors éclairer ses messages. Elle raconte avoir eu Sarah au téléphone vers 19h la veille. La jeune femme était tendue. Elle lui aurait confié une énième dispute encore liée à la jalousie de Dagner. Il fouillait ses réseaux, n'acceptait pas qu'elle parle à d'autres hommes, ni même qu'elle en ait parmi ses amis. Ce soir-là, Sarah lui aurait dit qu'elle irait chez Dagner le lendemain matin pour récupérer quelques affaires, notamment ses lunettes, et discuter. Le matin du 27 avril, Sarah est là, en bas de l'immeuble. Elle envoie un message à Dagner, lui demande de descendre avec ses lunettes. Il refuse et lui dit de monter. Elle explique qu'elle a pris des somnifères, qu'elle est fatiguée. Il s'agace de nouveau. Finalement, elle monte. Ce que les enquêteurs découvrent aussi, c'est qu'au moment où Sarah arrive, la sœur de Dagner et son petit ami sont présents dans l'appartement. Ils sentent la tension et peu après l'arrivée de la jeune femme, ils préfèrent s'éclipser. Quelques minutes plus tard, le drame éclate. Tout indique que Sarah a été tuée et que Dagner, après son geste, a choisi de se donner la mort. Quelques jours après le drame, les résultats de l'autopsie viennent confirmer les soupçons. Selon la directrice de l'Institut des investigations médico-légales de Santa Cruz, les 2 corps présentent des blessures antérieures à la chute. Sarah a un hématome sous l'œil droit et une contusion sur le côté droit de la poitrine. Dagner, lui, présente des égratignures sur le torse et dans le dos. Tous deux souffraient également de traumatismes multiples liés à la chute, abdomen, thorax, crâne. Leur mort a été instantanée. Le 28 avril, Sarah est veillée dans la maison familiale de Santa Cruz, entourée de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses amis. Elle est inhumée quelques heures plus tard au cimetière Parque del Recuerdo. Le lendemain, à Mairana, Dagner est enterré à son tour. Sa famille organise une veillée discrète, loin du tumulte médiatique. Le 2 mai, soit 6 jours après le drame, le parquet annonce la clôture de l'enquête. Le procureur déclare qu'aucune poursuite ne sera engagée, il n'y a personne à inculper. L'affaire est classée, les autorités appellent à la retenue, demandent aux médias et à la population de cesser les spéculations afin que les 2 familles puissent faire leur deuil en paix. Sarah et Dagner incarnaient aux yeux de tous l'image d'un couple amoureux et glamour. Ils étaient jeunes, beaux, très actifs sur les réseaux sociaux et leur notoriété ne cessait de croître. Un brillant avenir semblait s'ouvrir à eux, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Mais une fois encore, les apparences étaient trompeuses. Cette histoire nous rappelle tristement à quel point l'écart entre ce que l'on montre et ce que l'on vit peut être immense. On pense forcément à d'autres histoires abordées sur cette chaîne, comme celle d'April Holt ou celle d'André Rebello,
tous les liens sont en description. Là aussi, tout semblait parfait à l'extérieur et là aussi, la réalité cachée des douleurs, des ruptures, des violences. L'image publique de Sarah était celle d'une jeune femme forte, lumineuse, inspirante, étudiante en droit, sportive et influenceuse sur les réseaux. Ses abonnés la voyaient comme une battante, une personne sincère et proche de sa communauté. Quant à Dagner, il renvoyait lui aussi une image globalement positive. Il semblait calme, posé, respectueux. Ses proches le décrivaient comme un jeune homme sans histoire, discret, apprécié pour sa gentillesse et son implication dans le sport et le théâtre. Il ne buvait pas, ne sortait pas beaucoup, il inspirait la confiance. Rien dans son comportement public ne laissait entrevoir une telle issue. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, Sarah publiait sur les réseaux sociaux des photos très travaillées, souvent sexy, assumant pleinement son image et son style. C'est d'ailleurs sans doute ce qui avait attiré Dagner au départ. Tous deux prenaient soin de leur apparence, partageaient une passion pour le fitness, participaient à des concours de beauté. L'image, chez eux, comptait beaucoup. Sans doute que le huis clos de ce jeu télévisé a favorisé, voire accéléré le début de leur relation. Mais une fois en couple, cette facette de Sarah, celle qu'elle affichait avec confiance et fierté, est devenue un problème pour lui. Il ne supportait plus cette exposition. Il voulait qu'elle change, qu'elle se fasse plus discrète, qu'elle gomme cette part d'elle qui l'avait pourtant attirée au départ. Et c'est peut-être là que quelque chose a manqué. Car dans toute relation, surtout quand elle naît dans un contexte aussi intense qu'une émission de télé-réalité, il est essentiel de poser dès le départ des bases solides, exprimer clairement ses attentes, ce que l'on accepte et ce que l'on ne pourra jamais accepter. Dagner semblait pourtant l'avoir acceptée telle qu'elle était. Au moment où l'émission Cahiers s'arrête à cause de la pandémie, Sarah redonne immédiatement un nouvel élan à son TikTok. Elle publie des dizaines de photos et des vidéos, parfois sexy, dès les premiers mois de leur relation. Elle assume son image comme elle l'a toujours fait. Peut-être aurait-il dû dès le départ avoir cette discussion fondamentale sur les limites, sur l'exposition, sur leur vision respective du couple, mais ils ne l'ont certainement pas eu. Et très vite, Dagner devient suspicieux. Il exige des comptes, il ne supporte pas qu'elle entretienne le moindre lien avec des hommes, qu'ils soient amis, collègues ou simples connaissances dans la vie réelle comme sur les réseaux. Ironie du sort, il faisait lui aussi ce qu'il lui reprochait. Il se montrait torse nu sur les réseaux, muscles apparents, recevant likes et compliments d'autres femmes. Au fil des mois, son comportement est devenu de plus en plus contrôlant. Hélas, autour d'eux, personne ne semblait s'en inquiéter. Ni la famille, ni les amis proches. Même la meilleure amie de Sarah, qui savait qu'il y avait des tensions, ne le pensait pas violent, elle ne le considérait pas comme dangereux. Et il faut dire que, comme c'est souvent le cas dans ce type de relation, Sarah avait tendance à minimiser ce qu'elle vivait, à taire les choses, à protéger son compagnon, mais aussi à protéger son image, celle de leur couple, à ne pas tout dire pour ne pas inquiéter. Et pourtant, l'enquête révélera qu'au moins une fois, violent, il l'a été. La veille du drame, Sarah lui envoie une photo de son visage tuméfié évoquant un coup qu'il lui aurait porté, un message qui, aujourd'hui, fait froid dans le dos. Malheureusement, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé ce matin-là dans l'appartement. L'enquête a conclu à un féminicide suivi d'un... Mais certains continuent de penser que les choses ont pu se dérouler autrement. Sur les images filmées par les voisins, on voit clairement Dagner tenant Sarah au-dessus du vide avant de la lâcher. A-t-il voulu la tuer, puis changer d'avis au dernier moment en essayant de la rattraper? Était-il déjà trop tard? Ou bien s'agissait-il d'un geste brusque lors d'une dispute qui l'aurait fait basculer accidentellement? On sait que les deux se disputaient juste avant le drame, les voisins en ont témoigné. Il est possible que dans un geste de colère ou de tension, il l'ait poussée sans intention de la tuer et qu'en la voyant basculer, il est tenté de la rattraper sans succès avant de se jeter à son tour sous le choc.
Et vous, qu'en pensez-vous? Dagner a-t-il intentionnellement tué Sarah avant de mettre fin à ses jours? Ou s'agit-il d'un tragique accident, d'une dispute qui aurait dégénéré? Vos avis m'intéressent, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Des centaines de messages ont inondé les réseaux exprimant tristesse, colère, incompréhension. Certains ont vu en Sarah une victime de violences psychologiques trop longtemps minimisées, d'autres ont vu en Dagner un jeune homme brisé, incapable de gérer ses émotions, pris dans une spirale destructrice. Mais au-delà des interprétations, une chose reste sûre. Personne ne peut savoir ce qui se passe derrière les murs d'un appartement et parfois, il suffit d'un instant pour que tout bascule. J'espère aujourd'hui que ces deux jeunes âmes tourmentées ont pu trouver la paix et que leurs proches, malgré ce drame, ont trouvé la force d'avancer et peut-être de faire leur deuil. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Sarah dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!